Mon nom est Steven Boucher, je suis ici avec mon collègue Victor Lorette de Democracy et de Sport Together pour animer la discussion. Je vais maintenant partager mon écran pour que vous voyez notre support et avec ça, on sera finalement totalement installé. Voilà. Donc, comment renforcer l'impact de la participation citoyenne avec un regard spécifique sur la première commission délibérative du Parlement de Wallonie. Vous êtes en présence de l'association, j'ai mentionné Sport Together, qui est partenaire de la société de conseil Democracy, avec en toile de fond de ces efforts de partage une référence qu'on recommande à chaque fois puisqu'elle est libre d'accès, qui comprend un grand nombre de cas et d'informations sur les dispositifs informés par les principes de l'intelligence collective. On va en parler d'un ce soir, puisque on va se demander pourquoi donc vouloir faire délibérer élus et citoyens, quels enseignements on peut tirer de la première commission délibérative et échanger avec vous. Alors, avec nous, on remercie Madame Marie-Martine Schins, qui a eu la chance, je crois, de pouvoir présider au Parlement de Wallonie la première commission délibérative. Et on a eu le professeur, nous avons avec nous le professeur Mine Rechamp, qui a eu la chance aussi, je crois, d'être dans le comité d'accompagnement et un des évaluateurs, observateurs à chaque étape de ce dispositif. Et nous nous sommes présentés. Voilà, alors je passe la parole à toi, Victor, pour nous lancer sur le contenu du sujet. Pourquoi vouloir faire délibérer élus et citoyens? Si vous avez rejoint ce webinaire, vous savez sûrement que ces dernières années, il y a eu vraiment une multiplication considérable des initiatives de participation, assemblées citoyennes, budget participatif, assemblées de quartier, etc. Vraiment, à tous les niveaux de pouvoir, on a eu une explosion des possibilités de participation pour les citoyens. Mais la question se pose, et elle se pose de plus en plus ces derniers temps, est-ce que ces dispositifs de participation tiennent leurs promesses? Est-ce qu'ils ont l'impact qu'ils promettent? Donc, rapprocher les élus des citoyens, peut-être, diminuer la défiance qui monte croissante des citoyens vis-à-vis des institutions et des représentants. On a eu, par exemple, un article en une du soir, il y a quelque temps, qui titrait Participation citoyenne en Belgique, un rapport accablant. Il y a aussi un ouvrage qui a pas manqué de faire débat parmi les professionnels de la participation, qui a fait un peu polémique, qui est titré de façon assez provocante pour en finir carrément avec la démocratie participative. Et puis, il y a des synthèses sur l'impact de différents dispositifs d'ampleur. Par exemple, cet article du Monde là, qui est tout à droite, qui montre que seulement 12% des recommandations de la Convention citoyenne pour le climat française avaient été reprises telles quelles. Pour prendre un exemple plus belge, le G1000, qui avait eu lieu il y a quelque temps, je parle sous le contrôle de Mine Rechamp, qui avait été partie prenante de ce dispositif, aucune proposition du G1000 avait été finalement reprise pour alimenter l'agenda politique belge. Le risque de tout ça, le risque de cet faible impact de la participation sur les prises de décision, c'est le politologue Loïc Blondiot qui en fait part, mais il y a d'autres acteurs de la participation, ils sont nombreux, qui alertent en fait par rapport à ça. C'est en fait carrément de discréditer la participation comme outil possible de renouveau démocratique et comme outil possible intéressant pour s'attaquer aux problèmes démocratiques. Voilà. Face à ça, face à ce sombre constat un peu déprimant, eh bien, les dispositifs mixtes, ils arrivent avec une promesse, on dira, alléchante. Et si les élus participaient directement à l'élaboration des propositions avec les citoyens? Et l'idée derrière ça, c'est de se dire, plutôt que de recevoir les propositions en fin de parcours, un peu comme un corps étranger, s'ils en devenaient co-concepteurs, s'ils étaient impliqués dès le départ, peut-être que ça renforcerait l'appropriation des recommandations, des propositions par les élus, et in fine, on espère peut-être que ça renforcerait la mise en application de ces propositions derrière. Mais ça paraît presque trop beau, Victor. Voilà. Oui, ça paraît presque trop beau parce que tout de suite, un doute arrive. On se rend compte que l'écrasante majorité des dispositifs participatifs qui existent aujourd'hui excluent
les élus des délibérations, avec l'idée qui est la suivante. Attention, les élus pourraient peut-être, la slide suivante, dominer la discussion, et finalement avec l'idée que, étant des experts de la parole publique, si on mélange des élus et des citoyens, ils pourraient carrément écraser les citoyens dans la discussion. Et certains disent même, peut-être, les propositions qui en découleraient, ça serait en définitive les élus qui tiendraient quasiment le stylo des citoyens pour formuler ces propositions. Voilà. En réalité, qu'en est-il, Steven? Oui. Oui, c'est une approche, bien sûr, une question qui se pose ailleurs qu'en Belgique. Et on constate, vous êtes certainement, si vous êtes ici, c'est que vous êtes familier de la première convention constitutionnelle irlandaise, où il y avait 2 tiers de citoyens, 1 tiers de parlementaires. Et il y a d'autres dispositifs, par exemple les Political Task Committees dont on parle dans le manuel d'intelligence collective pour la démocratie, où cette commune au Danemark a décidé délibérément de faire travailler sur des sujets élus, citoyens, agents, et d'autres formes qu'on trouve à différents niveaux de pouvoir, local ou national. Et donc, ce modèle est aujourd'hui, comme l'indique le titre de la diapo, minoritaire, mais il se diffuse, notamment en Belgique, qui est l'exemple dont on veut vous parler ce soir. J'en profite pour remercier, parce que je la vois sur la photo, au centre de cette image, vous avez une de nos collègues facilitatrices et conceptrices ou accompagnatrices avec nous du dispositif, Marie Bertrand, qui est avec nous ce soir. Bonsoir Marie. Aussi Ralph, n'est pas sur la photo, mais qui est parmi nous dans ce webinaire, Ralph Photo. Merci Ralph et Marie. Et on avait d'autres collègues avec nous qui ne pouvaient pas se joindre à nous ce soir. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé, Victor? Comment ça se passe, cette commission délibérative? Oui. Oui, donc on l'a dit, une promesse alléchante et quelques doutes. Maintenant, voyons concrètement à travers cet exemple de la première commission délibérative wallonne, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que la promesse est remplie et est-ce que les doutes sont légitimes ou pas? Ou est-ce que finalement c'est peut-être un peu plus positif que les risques qu'on a évoqués tout à l'heure? Alors comment ça s'est passé cette première commission délibérative wallonne? Alors déjà, c'est un modèle avant d'arriver au Parlement de Wallonie qui existait déjà au Parlement bruxellois et à la COCOF, au Parlement francophone bruxellois, dès 2019. Depuis, il y a 7 commissions délibératives qui ont déjà été organisées en région bruxelloise. Et c'est en 2023 qu'a commencé donc la première commission délibérative wallonne, en octobre. Ça a réuni 10 députés qui étaient là pour représenter l'équilibre des forces politiques qui sont représentées au Parlement de Wallonie, et 30 citoyens tirés au sort pour s'approcher du mieux qu'on peut de la diversité de la population wallonne. Ils se sont réunis pendant 5 séances entre octobre 2023 et février 2024. C'était des séances d'une journée complète à chaque fois, les dimanches. Et ils ont planché sur un sujet brûlant. Alors là, il est formulé de façon un peu complexe, mais en gros, c'est la question de comment est-ce qu'on implique mieux et de façon permanente les Wallonnes et les Wallons dans les prises de décision, avec une source d'inspiration principale, qui est le dialogue citoyen permanent en communauté germanophone. On reviendra sur ces détails plus tard dans le webinaire, vous verrez. Et on peut mentionner aussi que pendant ces séances ont été sollicités un grand nombre d'experts, et je salue Giulietta Lacchi et Anne-Emmanuel Bourgault et d'autres qui ne sont pas avec nous ce soir. Donc, première question, on aura 3 questions ce soir à mettre au débat. La première question qu'on va se poser entre nous, c'est effectivement, est-ce que cette délibération a rapproché ou éloigné les citoyens élus qui participaient à cette commission délibérative? Et pour ceci, Marie-Martine, vous qui présidiez cette première commission délibérative, quelle serait votre réponse à cette question? Voilà, bonjour à toutes et à tous. Je crois que ce qui est important de signaler ici en commençant cette rencontre, c'est que le sujet de la commission délibérative était particulier, vous avez pu le lire dans les slides. Ce n'était pas un thème qui était forcément lié à la vie concrète des citoyens, par exemple l'impact de la 5G comme ça avait été fait à Bruxelles, ou encore un thème de sécurité routière ou un thème de santé. C'était en fait une posture qui était réflexive et qui parlait de la participation citoyenne. Autrement dit,
on demandait à des citoyens qui venaient pour la première fois dans un processus de démocratie participative au Parlement wallon, on leur demandait comment pensez-vous qu'on doit construire la démocratie participative? Et donc, déjà rien que ça, c'était assez particulier comme démarche, puisque ils réfléchissaient à cela par rapport au Parlement wallon, mais pas uniquement. C'était aussi comment mieux impliquer les Wallons globalement dans la vie démocratique. Et au départ, il faut être très clair, on avait des citoyens qui ne connaissaient pas bien les processus participatifs. Quand vous venez dans une commission délibérative et que c'est un sujet, vous êtes peut-être tiré au sort, mais c'est un sujet qui vous intéresse et sur lequel vous pouvez vous documenter parce que c'est un sujet peut-être plus grand public, eh bien, je pense qu'on aurait eu des citoyens qui peut-être connaissaient déjà en partie le sujet en arrivant ici. Vraiment, la grande, grande majorité des citoyens découvraient le sujet, découvraient ce qu'était un processus participatif en le vivant, mais en devant en plus avoir une attitude réflexive par rapport à cela. Et donc ça, c'était très particulier. Et c'est finalement, en fait, au départ du processus d'hermanophone qu'une association de citoyens a finalement amené au Parlement wallon cette demande en disant ce serait bien que la première commission délibérative se penche sur les processus participatifs. Ça aurait pu être un tout autre sujet, mais ça a été celui-là. Et c'est un sujet qui, je pense, fait que dès le départ, il y a quand même un énorme écart entre les citoyens et les élus, parce que les élus, souvent, sont en plus mandataires locaux, ont déjà connu des processus de concertation, peut-être pas réellement des processus participatifs, mais des processus de concertation au niveau local, et ce qui n'est pas forcément le cas des citoyens. Donc, globalement, je dirais qu'au départ, et ça c'est le premier point de mon intervention, au départ, il y avait vraiment une grosse différence de connaissance du sujet entre les différents participants. Et donc, par rapport à ce premier point, on peut dire que le processus a rapproché les citoyens et les élus. Pourquoi? Parce que le niveau de connaissance des uns et des autres a évolué et s'est rapproché. Donc ça, c'est le premier rapprochement qu'il y a eu. Deuxième point que je voulais aborder avec vous ici, c'est plutôt alors au moment des délibérations en elles-mêmes, puisque la question c'était est-ce que le moment de délibération, la discussion, le processus de délibération rapproche les gens ou les éloigne, en fonction qu'ils soient élus ou citoyens. Alors, je dirais que au moment, j'ai divisé ce moment en trois temps. Il y a eu le moment même des délibérations, il y a eu le moment des dépôts d'amendements et puis le moment des votes. Je passe évidemment ici tout le processus préalable qui était un processus d'information, de prise de connaissance, de rencontre avec les experts, je le passe volontairement, mais ce sont aussi des moments intéressants sur lesquels on pourra revenir. Donc au moment des délibérations, d'abord, dans les discussions finales, il faut être très clair, il faut admettre que les parlementaires ont pris plus la parole que les citoyens, même si en tant que parlementaire, on avait été sensibilisé à ça. J'ai envie de dire, chasser le naturel, il revient au galop. Ceux qui ont participé à tous ces moments-là savent que ceux qui, au Parlement, parlent déjà longuement, ont continué à parler longuement, même avec les citoyens. Et donc ça, même s'ils faisaient des efforts, c'était quand même un problème. Et donc, est-ce que ça a rapproché ou éloigné les gens? Je dirais quand même que ça a créé une forme de distance parce que on sentait l'écart entre ceux qui peut-être prennent la parole plus facilement dans les députés et la prennent moins dans les citoyens. Alors, dans les citoyens, je remets quand même un petit peu la balance. Il y avait 3 ou 4 citoyens qui étaient très, très, très à l'aise et qui prenaient eux aussi beaucoup plus la parole. Donc, on sentait, je dirais, chez les députés, même chez les citoyens aussi, les 3-4 qui parlaient le plus, non pas une volonté de co-construire les choses, mais plutôt une volonté de convaincre les autres. Et ça, j'ai envie de dire, c'est peut-être inhérent à tout processus délibératif, mais je l'ai senti moi personnellement très fort parce qu'on essayait en tant que parlementaire un peu de se domestiquer. Mais voilà, je crois qu'il y avait quand même une volonté de convaincre chez certains et chez beaucoup d'entre eux. Ça, c'est pour le premier point, donc c'est vraiment le moment des discussions, des délibérations. Pour le vote, c'était mon deuxième point. Il y a eu des dépôts d'amendements et un parti, c'est vrai, a déposé beaucoup d'amendements, dont certains venaient parfois d'une mauvaise compréhension du texte, donc ça, c'était un peu décevant. Et ça a amené énormément de complexification pour les citoyens. Or, les citoyens, je pense qu'ils avaient justement besoin de clarté,
qu'on explique les choses de manière simple, parce que le degré de compréhension n'était pas le même pour tous. Et là, j'ai l'impression qu'on a perdu des citoyens en cours de route au moment du dépôt des amendements. Donc là, de nouveau, plutôt que de se rapprocher, ça a peut-être plus éloigné les gens. Au moment des votes, j'ai relevé deux problèmes qui potentiellement aussi ont éloigné les citoyens des députés. D'abord, on ne votait pas de la même manière. Les citoyens votaient à bulletin secret et les députés votaient après coup et en vote de manière manuelle, enfin en tout cas sur écran de mémoire. Or, le problème qu'on a rencontré, c'est qu'il fallait voter d'abord les amendements, et il y en avait beaucoup, et puis les articles. Sauf que le personnel du greffe avait préparé ce vote secret. J'essaie de vous expliquer ça parce que c'est important de le comprendre. Avec d'abord l'amendement sur l'article, et puis après l'amendement sur l'article, c'était le vote sur l'article. Mais quand on connaît bien le fonctionnement d'un Parlement, quand vous votez un amendement, vous devez savoir, avant de voter pour l'article, s'il est accepté ou non cet amendement. Et si l'amendement est accepté, ça change l'article sur lequel vous votez. Or, très concrètement, ici, de nouveau, on a perdu des gens qui, et je devais dire, c'est la faute, entre guillemets, de l'organisation du Parlement, et on en porte tous la responsabilité, mais on a perdu les citoyens parce qu'ils n'ont pas bien compris comment ça allait fonctionner. Alors, on apprend de nos erreurs, et je pense que lors des prochaines commissions délibératives, ces erreurs-là ne se reproduiront plus. Mais je trouvais que c'était important de les expliquer en témoignage, parce que je pense que ça peut être utile pour tous ceux qui vont mettre en place des processus comme ceux-là. Et enfin, dernier point que je voulais expliquer sur le vote, il y a eu carrément à un moment donné un amendement qui remplaçait tout un article. Ça aussi, ça a été compliqué et on pense que ça n'a pas été bien compris par une partie des participants. Et ça a vraiment amené un débat qui n'était pas un débat très gai, parce qu'évidemment, le parti qui avait amené cet amendement qui remplaçait tout l'article euh, était convaincu que finalement l'ensemble des citoyens avaient compris la démarche, alors que beaucoup de citoyens sont venus nous retrouver en disant après, on n'a pas bien compris en fait ça, ce qui s'est passé. Donc, globalement, par rapport à ce deuxième point qui était les délibérations, je pense que c'est vraiment un moment très important auquel il faut veiller à garder tout le monde dans le même bateau, parce que là, pour le moment, ce qui s'est passé chez nous, je ne dirais pas que ça a rapproché, ça a plus éloigné. Par contre, là où, globalement, et c'est mon troisième et dernier point, on peut dire que ça a rapproché les citoyens des élus, c'est qu'il y a eu, pendant tout le processus, un rapprochement véritablement humain. Certains élus et certains citoyens venaient avec des a priori sur un processus participatif, mais globalement, tout le monde, je pense, a vraiment perçu l'intérêt de la démarche. Même si tout le monde n'était pas convaincu à 100%, tout le monde est resté jusqu'au bout. Je pense que c'est suffisamment rare que pour être noté. Et au-delà du sujet en tant que tel, je crois que ça permet vraiment de rapprocher le citoyen d'un organe représentatif quel qu'il soit. Ici, c'était le Parlement, ça pourrait être un conseil communal. Et ça permet aussi aux citoyens de comprendre finalement le quotidien du Parlement, la difficulté d'arriver à un consensus, la difficulté d'une délibération, d'un vote, la difficulté d'arriver à des décisions qui font sens, qui sont soutenables. Et donc, rien que pour ça, je pense que le processus, il a tout son sens et tout son intérêt. Donc, par rapport à ces trois points, c'est vrai qu'il y a eu des moments d'éloignement, et je les ai cités. Alors, je ne voulais pas insister spécifiquement sur ceux-là, mais c'est parce que je pense que c'est important de bien les comprendre. Globalement, on partait avec un écart. Le moment des votes, on a peut-être perdu l'une ou l'autre personne, mais globalement, quand on revoit tous ceux qui ont participé au processus, eh bien, c'est particulièrement positif en termes de retour. Et donc, ça, je pense que c'était la conclusion à laquelle je voulais arriver sur ce point. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marie-Martine. Et donc, je pose la même question à professeur Rechamp. Donc, tu as observé le processus et tu as aussi administré un questionnaire ex ante, ex post. Quels sont tes éclairages sur cette grande question? Merci beaucoup et bonsoir à toutes et à tous. C'est un peu compliqué d'intervenir après Marie-Martine Schins parce que je pense qu'elle a déjà tout dit et très bien dit, d'autant plus qu'elle était de l'intérieur. Mais malgré tout, pour répondre à la question, je retombe sur un triptyque habituel dont je parle souvent, de regarder un processus comme celui-là en matière de légitimité, de choses qui se passent en matière d'input,
de throughput du processus, et là, Marie-Martine a déjà dit beaucoup, et d'output, et ça, on y reviendra par la suite. Mais donc ça, c'est un petit peu comme ça que je construis mes quelques réflexions que je partage ici maintenant. Sur l'input, deux éléments, je pense, qui sont assez intéressants à dire. Le premier a déjà été dit, le processus, il était doublement participatif d'une certaine façon, puisque l'initiative est venue, et je vois différentes personnes qui ont porté cette idée-là, et je m'en réjouis, d'une initiative citoyenne. Et donc ça, c'était quelque chose d'assez intéressant. Et Anne-Emmanuel Bourgault a souvent dit qu'il était doublement participatif parce que c'était non seulement une initiative citoyenne, pour réfléchir sur une initiative citoyenne d'une certaine façon. Et ça, dans le paysage belge qui est plutôt avancé en matière de participation citoyenne, de délibération citoyenne, c'est aussi une grande première d'une certaine façon. Et ça, c'était réjouissant. Mais il y avait un autre élément qu'on n'a pas encore mentionné et qui est pourtant crucial en matière d'input, c'est que sur les 3000 personnes qui ont été invitées, 12,5% ont répondu oui. Et ça, c'est très bien par rapport à ce qui peut se faire à gauche et à droite à travers le monde. Et c'est probablement même un peu mieux. Et c'était loin d'être gagné d'avance parce que les délais étaient courts, parce que c'est le Parlement de Wallonie qui n'est pas le Parlement qui est probablement le préféré des Wallons et des Wallonnes d'une certaine façon. Et donc ça, c'est un chiffre remarquable qu'on peut mettre aussi en relation avec le fait, et ça, Marie-Martine l'a déjà évoqué, que non seulement beaucoup de personnes ont dit oui, je veux bien participer, et donc il y a eu aussi un certain nombre de personnes qui ont été déçues, mais que parmi les personnes qui ont répondu oui et qui ont été invitées à venir, donc il y avait 30 personnes, 2 ne sont pas venues du tout, et en fait, au final, il y a 27 personnes qui vont jusqu'au bout des choses, donc ça, c'est vraiment un score tout à fait presque stagnant de participation. Donc ça me permet d'arriver alors à la dimension throughput, cette dimension de processus, et effectivement, on a pu poser avec Christophe Nissen une série de questions, et les analyses, en fait, les réponses sont disponibles sur le site du Parlement de Wallonie, donc à la fois avec le rapport de la commission, il y a aussi une annexe, un fichier 1 bis que vous trouverez, si vous ne le trouvez pas, vous me faites signe et je vous l'enverrai, où on a pu poser la question aux participants, participantes, à la fois les personnes tirées au sort, mais à la fois les personnes élues, donc les 30 et les 10 d'une certaine façon, pour leur demander les mêmes questions avant et après, à travers, en fait, par rapport au processus. Donc, dans un premier temps, comment elles imaginaient que le processus allait se passer, et après, évidemment, quel était leur regard rétrospectif. Et tous les indicateurs, en fait, évidemment, on peut en discuter longuement, sont plutôt ouverts, en fait, d'une certaine façon. On voit que la plupart des gens terminent avec un avis positif, qui n'était pas nécessairement là au départ. Parfois, c'était un avis qui était mitigé, ou parfois, c'était simplement qu'il n'y avait pas encore d'opinion formée à ce moment-là. Et donc, on voit qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. Et j'en arrive alors à un dernier volet, de manière un peu double, et on aura l'occasion d'en discuter, je pense, par la suite, c'est en matière d'output, c'est qu'il y a une proposition ou des recommandations sur la table qui permettraient encore davantage de renforcer d'une certaine façon parlementaires et personnes tirées au sort, ou parlementaires et citoyens. Donc, on sait que les parlementaires sont aussi des citoyens, évidemment, mais donc cette distinction-là. Et donc, on va discuter du contenu, je pense, dans quelques instants. Mais là, il y a un vrai potentiel de rapprochement davantage parce que la grosse difficulté d'un processus comme celui-ci, c'est qu'on parle de 30 personnes sur un endroit qui a 3 millions et quelques personnes supplémentaires. Donc, c'est vraiment très, très mini d'une certaine façon. Donc, le vrai enjeu est comment est-ce qu'on arrive à monter en puissance d'une certaine façon. Donc, ça, il y a des idées qui sont sur la table. Et d'autre part, c'est véritablement de savoir, OK, au-delà de cette forme très formalisée de participation, est-ce que ça suffit pour aller raccrocher, évidemment, d'autres types de personnes qui seraient moins susceptibles de dire oui, même si on voit, et c'était par là que j'avais commencé, qu'un nombre non négligeable de personnes a répondu oui d'une invitation, d'une lettre qui est venue un peu de nulle part. Merci beaucoup, Mine. Victor. Oui, juste par rapport aux remarques de Marie-Martine qui parlait justement de cette différence d'aptitude à la prise de parole entre les citoyens et les députés. À la suite du processus, nous, peut-être quelques éléments de réflexion pour rééquilibrer justement cette différence qui peut exister à la base. Les échanges, ils prennent place dans un cadre très formel au Parlement, dans la salle de séance plénière du Parlement de Wallonie. Et ça, nous, on a vraiment remarqué que ça avait encore un effet inhibiteur assez fort pour les participants. À la fois, c'est un cadre qui montre qu'on apporte du crédit, de l'importance à ce type d'initiative, et à la fois, c'est un cadre qui peut effrayer, qui peut encore réfréner la prise de parole des participants. On a remarqué
une différence dramatique d'initiative de prise de parole des citoyens quand on sortait un peu de ce cadre formel de la salle plénière du Parlement pour aller en petits groupes. Et malgré tout, on s'est retrouvé quand même dans des salles de commission permanentes, là où les députés se réunissent en commission habituellement. On imagine que ça serait peut-être intéressant si ces processus venaient à se poursuivre dans l'institutionnalisation dans le temps, d'avoir peut-être des cadres plus adaptés à la démocratie participative, au fait de recevoir des citoyens de façon un peu moins formelle que dans ces salles de commission. Ça favoriserait la participation des citoyens et l'équilibre des prises de parole. Ensuite, on a essayé peut-être un peu tardivement, mais c'est, je pense, une piste à explorer, le fait d'avoir des temps sans élus, d'avoir des temps dans lesquels c'est uniquement les citoyens qui se réunissent, qui délibèrent entre eux, qui préparent d'une certaine manière leurs réflexions, pour ensuite venir peut-être un peu plus armés, sur un pied d'égalité plus important, dans la délibération avec les élus derrière. Et puis enfin, il y a Mine qui partageait tout à l'heure le fait que effectivement c'est une très faible proportion de citoyens qui ont participé en comparaison de la population générale. Mais par contre, la proportion d'élus, les commissions délibératives bruxelloises, ça s'est vu, il y en a 6 au Parlement bruxellois qui ont déjà eu lieu depuis 2019. Et au fil de ces 6 commissions délibératives, finalement, c'est la totalité ou la quasi-totalité des élus qui ont participé. Et l'impact que cette participation peut avoir sur l'acculturation des élus à une certaine culture de la délibération et aussi de la participation, ça peut avoir un impact, on l'imagine, assez important dans le temps. Voilà. Donc effectivement, on a rapproché d'une certaine manière et imparfaitement les citoyens et les élus, mais on a aussi rapproché les élus de la délibération et d'un mode d'échange avec les citoyens qui serait différent. Alors on vous apporte beaucoup d'informations ici, j'en ai conscience, et on va peut-être répondre plus succinctement, c'est mon rôle là de gardien du temps, à la question suivante qui va nous faire porter sur la question du... voilà, trop d'écran tue l'écran. Est-ce que le caractère mixte a favorisé l'appropriation et la reprise des recommandations par les élus? Question clé, puisque c'est au cœur de la promesse derrière ces commissions mixtes ou de l'espoir, de l'intention qu'on y met. Marie-Martine, quelle serait votre réponse à cette question? Donc ça tombe bien parce que mes réponses pour les 2 questions suivantes sont plus courtes que la première. Okay. Et donc, je vais contribuer à respecter le temps et à ce qu'on puisse évidemment avoir un échange sur tout ça. Je voudrais d'abord commencer peut-être par un petit préalable et qui est en fait une comparaison entre le processus qu'on a connu et qui est mixte chez nous en région wallonne par rapport au processus germanophone. Je viens de la région de R, où j'habite à un quart d'heure de Eupen, où se tiennent depuis déjà juste après le Covid des processus délibératifs. On en parlera après puisque c'est le sujet de la question numéro 3, mais je voudrais d'abord quand même juste rappeler qu'il y a évidemment des arguments positifs et négatifs par rapport au fait d'être en processus mixte ou en processus non mixte avec uniquement des citoyens. Et je pense que Victor l'a évoqué déjà un petit peu tout à l'heure. L'intérêt d'avoir uniquement des citoyens, c'est qu'il y a peut-être moins d'influence des élus. Les élus ont peut-être déjà beaucoup de pouvoir ailleurs dans les décisions et donc c'est important de laisser un espace aux citoyens. Les citoyens peuvent peut-être proposer des choses beaucoup plus créatives et plus audacieuses quand ils ne sont qu'entre eux. Par contre, si on prend les arguments négatifs, eh bien, on peut se dire que quand il n'y a pas d'élus, les citoyens risquent de mal prendre en compte les réalités politiques. L'appropriation, et c'est évidemment pour ça que je parle de ça maintenant, l'appropriation peut être beaucoup plus compliquée s'il n'y a pas du tout d'élus dans le processus. Et enfin, le fait de collaborer entre élus et citoyens, et on vient largement d'en parler, permet d'améliorer la confiance. Et donc ces arguments, en fait, je les ai repris d'une des notes d'ailleurs explicatives qui nous a été donnée et qui a été utilisée dans le cadre de notre analyse du processus germanophone. Mais je pense que c'est vraiment 3 arguments des 2 côtés, négatifs et positifs,
qui sont très importants à retenir dans le cadre de toutes les démarches participatives. Et donc, le processus germanophone n'est pas mixte. Le nôtre l'était au niveau de la commission wallonne. Est-ce que le fait que ça soit mixte a vraiment amélioré l'appropriation des recommandations? Alors, c'est compliqué à dire et c'est un peu tôt. Pourquoi? Parce que le processus a eu lieu malheureusement en toute fin de législature. Je pense pouvoir dire, alors c'est vrai que j'étais dans la minorité, mais je pense pouvoir dire que la majorité n'a pas eu réellement d'accord en son sein pour promouvoir et pour lancer ces processus participatifs et que finalement, il a fallu, et je les en remercie, et c'est très chouette de les retrouver aujourd'hui ici, une initiative citoyenne pour que réellement cette démarche se mette en place. Soyons clairs aussi, dans le moment des discussions après les recommandations, quand on a eu une commission au Parlement et qu'on a eu une séance plénière sur les recommandations, un des partis a clairement fait comprendre que un élément important des recommandations lui posait question, lui posait problème. On y viendra dans le cadre de la question numéro 3. Mais malgré tout, et ça c'est très bien, c'est très positif, je trouve, des démarches au Parlement wallon, malgré ça, il y a aujourd'hui un tableau de bord qui existe et qui a été construit et proposé d'abord par un des partis de la majorité, et puis le reste de la majorité a suivi, et puis ils se sont décidés à consulter la minorité. Donc c'est à nouveau pour tous ceux ici qui suivent un peu ce qui se passe au Parlement. Quand on est dans une démarche aussi participative que celle-là, c'est assez dommage que tous les partis démocratiques ne se disent pas on va essayer de construire ensemble ce suivi des recommandations, on va essayer de voir ce qu'on met en 1, ce qu'on met en 3, si on doit rédiger un décret pour mettre ça en œuvre, etc., etc. Ça n'a pas été le cas, la majorité a joué son rôle de majorité. C'est dommage, mais ça reste encore un petit peu ce qui se passe aujourd'hui dans les parlements. Maintenant, j'ai envie de vous dire, ça va être très intéressant de savoir si la nouvelle majorité, et c'est vrai que mon groupe en fait partie, va pouvoir suivre ce tableau. De notre côté, on l'espère, mais voilà, ça va dépendre vraiment des accords de majorité, de la déclaration de politique régionale et surtout de l'ambition qui sera mise dans la mise en œuvre des recommandations en tant que telles. Je dirais que je n'ai pas connu d'autres expériences, mais par rapport à celles dont j'ai entendu parler à Bruxelles, ce que j'espère, c'est que l'appropriation va être bonne, puisque justement, les parlementaires ont participé, même si ils n'étaient pas tous d'accord au dernier carat. J'y reviendrai, j'en reparlerai dans la question numéro 3. Mais par rapport, et là c'est peut-être un point encore intéressant, les germanophones, eux, dans leur processus, n'ont pas du tout de députés. Les députés, ils arrivent tout à la fin du processus. Et ce qu'ils sont venus nous expliquer, c'est que c'était peut-être un des points à améliorer chez eux, c'était que les députés arrivaient trop tard dans le processus. Et donc, finalement, pour que eux s'approprient les recommandations, ça demandait un travail que peut-être certains n'avaient pas envie de faire, alors que quand ils participent plus tôt, c'est sans doute plus facile. Et puis, ce qu'ils nous ont dit, c'était que nous, les députés, arrivaient sûrement trop tôt dans le processus. Et ça, personnellement, je le pense aussi, puisque je vous ai dit, on arrivait avec un énorme écart en termes de connaissances, de compétences. Et que ça pourrait être très intéressant, je pense que quelqu'un d'autre l'a dit tout à l'heure, que les citoyens aient des moments d'appropriation du sujet, mais qu'ils soient peut-être uniquement pour eux et pas forcément obligatoires pour les parlementaires qui, par exemple, sont des spécialistes du sujet parce que ça fait 3 ans qu'ils sont dans cette commission-là. Voilà, j'ai essayé d'être plus courte et de vous dire qu'en gros, je pense que l'appropriation est meilleure quand il y a des députés qui participent à certaines étapes du processus, pas forcément à tout le processus. Et j'espère vraiment, mais ça, on le saura en lisant la DPR, que les recommandations de la commission mixte qui vient de se dérouler ici pendant les 6 mois avant la fin de la législature pourront être mises en œuvre grâce à la DPR. Voilà, merci. Juste, et merci Marie-Martine, c'est toujours un rôle ingrat que on connaît tous d'essayer de respecter le timing, mais c'est parfait, on est dans les temps, on veut juste vous laisser du temps pour que vous puissiez réagir et poser des questions. Mine, quel est ton sentiment par rapport à cette seconde question? Et comme pour la première question, je profite vraiment du sillage de ce que vient de dire Marie-Martine Schins, parce qu'effectivement, ce qu'on a sur la table ici, et je l'ai évoqué dans ma première réponse, c'est un modèle 2.0.
de commission délibérative, de mixité d'une certaine façon. Parce que, et ça à nouveau, je crois qu'il faut qu'on fasse un cocorico, même si parfois on perd face aux Français, ce qui se passe en Belgique est vraiment à la pointe de ce qui peut s'imaginer à travers notre petite planète d'une certaine façon. Et que le modèle germanophone de ce dialogue citoyen permanent a cette faiblesse inhérente mais choisie de dire on veut que ce soit un dialogue citoyen et donc que le Parlement arrive par la suite d'une certaine façon. Et comme le disait Marie-Martine, probablement, et dans la nouvelle mouture du décret qui est disponible pour l'instant seulement en allemand, et donc ils ont un peu retravaillé ça, et donc il y a davantage de présence parlementaire, mais donc clairement, côté germanophone, les parlementaires arrivaient probablement trop tard. Côté bruxellois et côté modèle 1.0 des commissions délibératives, ben, je ne reviens pas sur ce que Marie-Martine a dit, ben, effectivement, probablement que c'est trop tôt. Ne fût-ce qu'en matière d'information, ne fût-ce qu'en matière d'apprentissage, pour une série de raisons, on pourrait effectivement dire que c'est trop tôt. Ce qui est sur la table, et donc c'est le premier paquet des recommandations, hein, puisqu'il y a différents paquets, mais c'est le premier paquet, c'est là où il y a vraiment le corps de la baie d'une certaine façon, c'est quoi? C'est de dire, on veut mettre en place une commission mixte permanente, un comité mixte permanent, on verra les termes qui seront choisis in fine d'une certaine façon, mais donc à la mixité viennent dans un conseil mixte permanent. Et ça recopie à la fois le modèle germanophone qui a ce conseil citoyen qui est permanent, c'est la partie permanente, ici, en Wallonie, et donc on verra si dans la DPR, on revoit ça d'une certaine façon, et on le voit ici, on a ce conseil mixte permanent qui serait composé d'élus et de personnes tirées au sort. Et ce qui est intéressant, c'est que ce conseil mixte permanent peut faire trois choses, en fait. Et on les voit très bien. La première bulle, c'est d'aller vers des assemblées mixtes, et ça, en fait, c'est des commissions mixtes, mais aussi, et probablement que ce sera un outil qui sera souvent utilisé, les assemblées citoyennes. Un des gros thèmes du moment, notamment, c'est la fameuse question de la validation des élections. Un autre thème du moment, c'est le financement public des partis. Pour une série de questions, je crois qu'il y a consensus pour dire que ce n'est pas en fait aux partis de décider eux-mêmes, ils sont jugés partis d'une certaine façon. Mais enfin, on pourrait aussi imaginer quelque chose, ce serait l'utilisation de la consultation populaire régionale qui est déjà dans le dispositif législatif. Et donc, on voit que ce conseil mixte permanent pourrait aller vers trois choses d'une certaine façon. Et là, on voit que l'appropriation, d'une certaine façon, et la mixité peut être déclinée de différentes façons. Et donc, voilà, à suivre d'une certaine façon ce qui va être décidé au cours des prochaines semaines, mais en tout cas, ce que la commission délibérative mixte, la première, a proposé, c'est véritablement un modèle 2.0. Mélangé dans mes écrans, mais voilà, et on n'a pas fait la synthèse des recommandations, mais je vous ai mis le lien qui renvoie sur le site du Parlement avec toutes les recommandations, et vous verrez que si on combine l'ensemble des chapitres qui ont été abordés, à la fois ceux qui s'inspirent du dispositif permanent, ceux qu'on pourrait améliorer dans les dispositifs de participation en général, eh bien, il y a des propositions très fortes, donc ça sera très intéressant de voir effectivement ce qui est transmis dans la DPR. Alors donc, passons à notre troisième question, qui est... En fait, on l'a déjà traité un peu de façon transversale. On a mélangé la deuxième et la troisième. Oui, effectivement. Juste peut-être pour revenir sur la précédente question, puisqu'on a déjà traité d'une certaine manière la dernière, sur est-ce que le caractère mixte a permis de renforcer l'appropriation par les élus. Nous qui avons assisté parce qu'une fois que les recommandations elles sont produites, elles sont discutées en commission permanente au Parlement et ensuite en séance plénière du Parlement. Et par rapport à d'autres dispositifs qui sont non mixtes, dans lesquels les élus ne participent pas, ce qu'on a quand même vu à ce moment-là, malgré toutes les limites qu'on a déjà exprimées, c'est que si nos élus n'avaient pas participé, n'avaient pas coélaboré ces propositions, ils ne les auraient pas défendues comme ça, ils n'en auraient pas parlé comme ça. Ils ont pu vraiment, on l'a senti, passer le flambeau aux élus qui n'avaient pas participé à la discussion. C'est pas du tout pareil de parler d'un rapport qu'on a lu peut-être en diagonale que de parler de propositions qu'on a contribué à coélaborer. On a senti vraiment un fort degré d'appropriation à ce moment-là. Voilà. Peut-être qu'on peut revenir sur le schéma du coup. Oui, tout à fait. On mentionne que David Van Reybrouck soulignait que cette combinaison de caractère permanent et de caractère mixte était intéressante.
comme commentateur éclairé. Et je serais curieux d'avoir l'avis de Marie-Martine, mais il me semble, personne peut-être ne pouvait prédire quelle serait la forme des recommandations finales, mais que dans le travail qui a été effectué, je ne suis pas sûr que ni les citoyens d'un côté seuls, ni les députés seuls auraient pu rédiger les recommandations comme elles sont, comme ce à quoi ils sont aboutis, et qui combinent ces caractéristiques et ces qualités, en tout cas les qualités que nous on y voit. Je ne suis pas sûr que les députés seuls auraient produit ceci, et les citoyens non plus, dans ce niveau d'ambition et dans cette qualité. Alors, on en arrive au temps des questions et du partage, d'échanges avec vous. Vous avez eu le grand mérite de nous rejoindre et donc l'intérêt pour ceci. Je sais qu'il y a beaucoup d'expertise dans la salle, donc qui veut briser la glace, comme on dit, et lancer des échanges. Et Marie-Martine Schins avait mis un teaser quand même sur sa réponse à la troisième question par rapport à un parti, donc peut-être qu'elle aura l'occasion d'y revenir aussi. Oui, juste. Je vous laisse réfléchir à vos questions. Vous pouvez aussi les partager sur le chat. Marie-Martine, vous voulez réagir par rapport à ceci? Non, pas spécialement. Je pense que c'est bien qu'il y ait les questions. Et puis c'est vrai qu'avec le schéma, je trouve que le schéma, j'avais demandé lors de la réunion préparatoire que ce petit schéma puisse être affiché parce que réellement, on voit à quoi peut ressembler alors la structure. C'est beaucoup plus clair. Et on voit l'intérêt d'un conseil permanent mixte. C'est justement que ça applique plutôt dans le processus les députés, mais ils sont là et il y a plus de citoyens que de députés. Et puis après, on peut activer d'autres leviers participatifs. Et soit on décide d'activer un levier qui ne concernera que des citoyens, soit on décide d'activer un levier mixte. Et je trouve qu'on gagne beaucoup avec cette démarche qui, en fait, ne cadenasse pas le processus, mais qui, en fonction du sujet, permettrait d'avoir des démarches différentes. Et alors après, c'est vrai que la seule réserve que j'aimais, c'est que globalement, le Parlement wallon, je pense, n'était pas tout à fait préparé à ce type de démarche. Euh, Ils ont eu la chance de bénéficier de l'expertise du Kwasi, et sans ça, je pense qu'au sein du Parlement, c'était peut-être compliqué de mettre ce type de démarche en place. Mais je constate quand même que du côté germanophone, alors on me dit toujours, oui, mais il y a moins de monde en communauté germanophone, donc c'est plus facile. Bah, quand vous réunissez 30 citoyens d'un côté ou de l'autre, c'est quand même un peu la même chose. Eh bien, il y a une personne qui, avec les années, a acquis une expertise pour accompagner ce genre de processus. Et je pense vraiment qu'au niveau wallon, on pourrait avoir ce type de démarche avec avec votre aide, en fait, puisque c'est vous qui avez piloté le premier projet. Voilà. Et sinon, globalement, peut-être avant de passer aux questions, mon avis personnel sur le processus tel qu'il a été imaginé, et mon avis est très positif. Et vous avez raison de dire que si ça n'avait été que des parlementaires ou des citoyens, on ne serait peut-être pas arrivé à ça. Parce que pour tout dire, moi, il y a 5 ans, j'ai déposé un processus, un décret, qui visait à reproduire ce qui se passe en communauté germanophone. Mais entre-temps, la communauté germanophone, elle a appris, elle a progressé. Et en fait, on est typiquement dans ce genre de démarche, on apprend en faisant. On ne peut pas avoir une démarche parfaite dès le début. Et ce qui compte, c'est justement de la mettre en place et puis d'apprendre de ses erreurs. On ne peut pas se dire qu'on sera dans une situation géniale où tout est réglé tip-top, peut-être comme le fonctionnent certains parlements où tout est cadenassé. C'est pas le cas quand on est dans des démarches avec les citoyens. Ça doit être plus ouvert, ça doit être plus souple. Et moi, c'est ça que j'ai particulièrement apprécié ici dans la démarche. Et j'espère vraiment que ça va pouvoir, en tout cas, se poursuivre. Et je peux vous dire que j'y travaille en interne et dans les discussions entre les partis qui forment la future majorité. Voilà. Après, je me tais. Non, 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 vous taisez surtout pas, on n'est pas encore arrivé à l'heure. Merci Marie-Martine. Et je réponds, avant de passer la parole à Emmanuel Bourgault, à la question de Guillaume Peter. Oui, effectivement, il y avait un travail, Marie-Martine l'évoquait à l'instant, de design et de facilitation. Il y avait des tours de parole, des tours de table, il y avait des moments en plénière, en groupe et en binôme. Il y avait des moments, comme l'a évoqué Victor, entre citoyens et sans les élus, et des moments tous ensemble. Il est clair que nous, en tant qu'animateurs,
on a été parfois confronté à des situations qui pour nous étaient inhabituelles de cette mixité et que malgré nos préparations et notre design et des réunions de préparation avant chaque séance avec les élus d'un côté et les citoyens de l'autre, eh bien, parfois on était face à des situations inhabituelles et qu'on a géré bien sûr plus ou moins bien et il y a des choses à apprendre de ceci. Mais globalement, aussi, franchement, c'est une appréciation subjective, mais grâce à énormément de bonne volonté de tous les participants, tout simplement, au-delà de tout design, il y a eu énormément de temps de parole et de moments d'échange très riches. Et bien sûr, toujours trop court, comme dans ce type de dispositif, avec une recommandation de beaucoup de participants, ça serait bien d'avoir un jour de plus. Voilà ce qu'on peut en dire rapidement. Et le rapport publié sur le site du Parlement donne beaucoup de détails. Anne-Emmanuelle, vous vouliez poser une question, apporter un témoignage? Oui, non, merci beaucoup. C'est un mélange des deux parce que donc moi j'ai assisté au début en tant qu'experte avec beaucoup de joie d'ailleurs et puis à la fin et j'ai assisté justement à ces moments de vote et donc pour ceux qui n'étaient pas et vous en avez parlé Madame Chin, c'est vrai qu'à ce moment-là et c'est pas du tout une critique hein, sur le processus parce que comme ça a été dit aussi, voilà on apprendra de chaque événement. C'était frappant de fait que les citoyens ont été, alors là, je pense même vraiment tous, perturbés parce que c'était très compliqué. Moi, ça m'a permis de me rendre compte que c'est compliqué, en fait, d'ailleurs, parce que quand on est dedans, je ne suis pas politique, mais je suis beaucoup de débats parlementaires. Et de fait, c'est très compliqué de à la fois voter un amendement et puis de se projeter dans le texte tel qu'amendé. Et alors, ma question, c'est la suivante, parce que c'est une vraie interrogation. Je pense que cette idée qu'il y aurait des moments que vous proposez, Madame Schintz, vous voyez, il y a des moments où c'est bien que ça soit mixte et des moments où c'est bien que ça ne le soit pas. Mais ici, pour le vote, c'est une vraie question. Hein. C'est plus je partage vraiment une interrogation que j'ai. Je vois pas très bien comment on pourrait faire parce que si c'est mixte, je pense que le système qui a cours à savoir, et qui est le système qu'on utilise à ma connaissance dans tous les parlements, ou en tout cas dans tous les parlements belges, qui consiste à voter d'abord sur l'amendement et puis sur l'article final, je crois que ce sera toujours trop perturbant pour des citoyens qui ne font pas ça tous les jours. Mais à l'inverse, si on change ce système, je pense que ce sera perturbant pour les élus. Et du coup, parce que les élus, on va inverser et donc peut-être revenir juste ou donner votre avis. Madame Schintz, Mine peut-être aussi, ou les organisateurs, bien sûr, parce que là, je vois vraiment pas ce qu'il faudrait, parce que c'est un bon exemple de confrontation diamétralement opposée des logiques. La logique parlementaire est trop compliquée pour les citoyens, mais à l'inverse, si on change la logique, je pense que c'est les élus. Alors, or, c'est un moment très important puisque c'est presque, comment dire, c'est non, c'est plus que la cerise sur le gâteau, c'est la grosse part du gâteau puisque c'est au moment où on décide et donc on concrétise tout ce qu'on a fait avant. Voilà, merci beaucoup et désolée si j'ai été longue, mais... Non, merci. Marie-Martine? Oui, mais je pense que c'est vraiment une excellente question parce que c'est vraiment le moment où on a tous été très mal à l'aise et on s'est dit, on n'avait pas anticipé ça. Et le greffier, le personnel du greffe, ils nous ont regardés et ils nous ont dit, bon, et en fait, je pense, alors personnellement, je pense avoir quelques pistes de solutions. À mon sens, ce qu'il faudrait faire, c'est prendre un premier temps pour voter les amendements. Et donc, voilà, telle partie de texte est proposée par tel citoyen ou tel parti et corrige tel ou tel article. Et ça, on vote tous les amendements en un seul paquet. D'abord, les citoyens votent, ensuite les députés votent les amendements. Et puis après, il faut un temps de latence qui permet, à mon sens, de réécrire l'article avec l'amendement accepté ou sans l'amendement si l'amendement n'a pas été accepté. Et il faut laisser un temps d'appropriation du nouvel article pour que chaque citoyen, chaque élu puisse se dire « je relis l'article et je comprends que je rejoins l'article tel qu'il est là ou je ne le rejoins pas parce que l'amendement, c'était mon amendement et je voulais la correction, mais on ne l'a pas voté. » Alors évidemment, c'est plus facile dans un parlement où quand vous êtes dans la minorité et que vous déposez un amendement, que la majorité le refuse, ben vous savez que vous allez vous abstenir ou voter contre l'article. Il y a une sorte de mécanisme qui s'apprend, j'ai envie de dire, en 2 séances pour un jeune parlementaire. Mais pour les citoyens, c'est beaucoup plus compliqué. D'abord parce que les votes ne se font pas en direct puisque ce sont des votes secrets qui sont après dépouillés. Et donc, je pense que la seule solution,
c'est ce fameux temps de latence et de réécriture. Et je pense que c'est tout à fait faisable sur une séance d'une journée, à condition que les partis soient les partis et les citoyens soient vraiment drillés, comme on dit, à déposer les amendements plus tôt, pas au dernier moment, qu'il y ait un temps d'appropriation des amendements, et ça me paraît tout à fait faisable, en fait. Effectivement, c'est quelque chose aussi, c'est une question de temps, mais qu'on pourrait anticiper mieux avec un petit exercice, une petite répétition avec les participants, les citoyens non élus, qu'ils s'approprient la mécanique. Victor a fait un gros travail de design des textes pour voir ce qui était le texte principal et ce qui était l'amendement. Il y a des choses de cet ordre qui pourraient être faites à l'avenir. Voilà. En termes d'enseignement, Mine, est-ce que tu as des choses à ajouter sur cette question? J'ai des choses à dire, mais je suis aussi ouvert à les dire après d'autres questions et d'autres réactions. Donc voilà, si des Super. personnes souhaitent prendre la parole. Merci. Alors, la main est tendue, le micro est tendu vers vous tous. Est-ce que vous avez d'autres questions ou réactions par rapport à ceci? Pierre, vous avez mentionné que les citoyens étaient motivés tout au long du processus, très peu de non-présentation. Cela s'est-il reflété dans l'enquête post-fact? C'est-à-dire que les citoyens recommenceraient ce type de processus, y a-t-il une grande disparité là, entre les citoyens et les élus? Bon, là, pour le coup, c'est une question pour toi, Mine. Moi, j'y vais. Oui, la plupart, en fait, reviendraient à nouveau. C'était déjà très enthousiaste avant pour les participants tirés au sort, et donc ça, c'est resté relativement stable. Par contre, mais après, c'est un petit N, comme on dit dans le jargon, donc ça peut être répondant côté parlementaire, puisqu'il y a avec maximum 10 répondants potentiels, ou là, mais ça augmente aussi d'une certaine façon, à prendre avec des pincettes, mais en discutant justement avec les parlementaires qui ont participé, la plupart étaient assez convaincus de l'expérience. Là où il y avait d'une certaine façon un petit peu de dire qu'il faudrait aller plus loin, c'est que ça manquait de temps d'une manière générale, que ça ne touchait pas assez de monde, mais le futur est possible et j'aimerais alors justement, pour faire écho à la discussion qu'on a eue justement, je pense que c'est un enjeu un peu d'infrastructure démocratique et par ça je veux dire plusieurs choses. Sur la question du vote, et Marie-Martine Sims a déjà en fait expliqué comment on pourrait imaginer faire mieux la prochaine fois dans un cas de figure similaire avec la matinée consacrée aux amendements avec vote sur les amendements et puis finalement quand on vient en plénière on ne vote que sur un texte qui a déjà été amendé, donc ça ce serait une solution assez intéressante et tout à fait praticable. Mais plus fondamentalement je pense que si on bascule dans ce modèle 2.0 du conseil mixte permanent, l'importance du vote, elle va être différente parce que s'il y a vote, ce sera peut-être davantage au niveau du conseil mixte permanent. Et la force de ce conseil mixte permanent, c'est des personnes qui auront déjà, en fait, acquis cette expérience un peu parlementaire qui est effectivement très particulière, puisqu'il est vraisemblable que dans le conseil mixte permanent, on va alors aller chercher parmi des personnes qui auraient déjà participé au processus de participation. Ça, en tout cas, c'est comme ça que ça se passe côté germanophone. Mais cette idée de, lorsqu'on demande à quelqu'un de s'investir davantage dans cette perspective un peu permanente, même si ce n'est pas pour toute la vie, évidemment, puisqu'il y aura de rotation, c'est d'avoir déjà une expérience, puisque le rôle de ce conseil mixte permanent va être vraiment de à la fois mettre en place des choses et donc de dire comment est-ce qu'on va organiser, en ce compris comment est-ce qu'on devrait penser le vote, mais aussi de faire le suivi. Et donc là, il y aura une expérience supplémentaire. Et donc, les personnes qui seront confrontées au vote auront déjà dû pratiquer antérieurement d'une certaine façon des exercices de vote. Donc là, il y aura un apprentissage qui me semble être important. Mais c'est aussi en matière d'infrastructure démocratique, c'est de se dire le vote tel qu'on le connaît dans le Parlement, c'est en fait très ancré dans une pratique parlementaire. Et c'est certainement pas la seule façon, en fait, d'avoir une délibération démocratique. Et d'une certaine façon, on pourrait très bien se dire, le moins on vote, le mieux on se porte dans une délibération démocratique. Et je pense qu'ici, dans cette commission délibérative, les votes, en fait, étaient assez nets à chaque fois. Ce qui montre d'une certaine façon qu'on n'a peut-être pas besoin d'aller jusqu'au vote surtout. Et donc là, il y a une réflexion à faire. Et il y a un dernier élément d'infrastructure démocratique, et c'est Victor qui l'évoquait un peu plus tôt, le cadre architectural et du mobilier des parlements à l'heure actuelle contraint en fait une certaine forme de délibération. Et en fait, moi je voudrais, mais je ne peux pas parce qu'évidemment je respecte le mobilier, mettre à bas les tables et les chaises d'une certaine façon pour véritablement penser des espaces démocratiques un peu différents. Ce qui me permet de dire une dernière chose, et puis je rends la parole évidemment, c'est qu'en fait,
là, on est en train de réfléchir à des processus qui font venir au Parlement, et je pense qu'ils sont vraiment essentiels aussi dans leur côté symbolique, mais je pense aussi que les parlements doivent sortir en fait vers les gens. Et c'est vrai en Wallonie, c'est encore peut-être davantage vrai à Bruxelles, où la diversité de la région est encore plus grande d'une certaine façon qu'il faut sortir. Mais donc, à la fois, comment est-ce que les parlements peuvent ouvrir leur porte et leurs fenêtres, mais aussi comment est-ce que les parlements et les parlementaires peuvent sortir davantage de leur... Merci, Mine. Entre-temps, on a une autre question de Guillaume Peter. Je vais la lire et puis vous passez après la parole, Eric. Comment expliquez-vous que les élus aient accepté le dispositif permanent? L'initiative vient-elle d'une personne déterminante au sein du Parlement et qui accepte de partager son pouvoir? Je m'aventure à essayer de répondre. Je ne crois pas qu'on puisse identifier une personne spécifique qui ait porté ceci. C'était vraiment dans l'intitulé, dans la pétition, d'examiner spécifiquement le dispositif permanent. Donc, l'objet lui-même était dans le sujet, hein. Et puis, donc, on a pris soin de consacrer du temps à examiner ce dispositif permanent. Et on a eu des témoins de ce dispositif germanophone qui sont venus, qui ont expliqué comment ça se passait, à la fois des citoyens qui participent et la garante du dispositif. Et donc ça, je crois que ça contribuait à partager certains avantages. Voilà, je ne sais pas, Marie-Martine, si on peut en dire plus sur pourquoi les élus ont accepté ce dispositif permanent, avec des nuances, bien sûr. Oui, ben, c'est peut-être justement le moment d'expliquer les nuances. Je crois que tout le monde était intéressé par savoir comment le dispositif germanophone fonctionnait, était améliorable, etc. Et donc finalement, les propositions qui sont dans le texte ici améliorent le dispositif germanophone, en tout cas à notre sens, et je pense globalement au sens de tous les partis politiques qui étaient de la partie. Par contre, il faut être très clair qu'un parti, le MR, je pense qu'on peut le citer, a émis des réserves. Alors, ils nous ont dit on n'émet pas des réserves sur le fond, on émet des réserves sur le délai, le timing. On est prudent, on n'est pas prêt à mettre en place ce type de démarche, on aimerait bien investiguer plus, creuser plus, en savoir un peu plus, et finalement, j'ai envie de dire, utiliser plus les expériences qui se font ailleurs avant de lancer quelque chose en région wallonne. Et donc voilà, ça c'est leur discours à eux. Moi, je le redis, je pense que ce n'est pas en attendant qu'on y verra clair sur ce qu'on peut faire et sur ce... Vous m'entendez toujours? Oui, votre J'ai oreillette a dû se l'oreillette qui a déconnecter. lâché. Mais donc voilà. Euh, Il faut y aller. pour savoir comment ça fonctionne et pour savoir comment on améliore un processus, il faut se lancer dedans. Et donc ça, c'était ce que nous, on a défendu et d'autres partis aussi. Plutôt que d'attendre et de se dire, on va attendre que tout soit finalisé au dernier carat pour se lancer. Je pense aussi qu'au sein du Parlement, même, j'ai envie de dire, dans les employés, il y avait une forme de crainte, de réticence, dans quoi est-ce qu'on se lance. Alors oui, c'est en plus une charge de travail, ça c'est pas faux. Et donc tout ça, il faudra le prendre en compte si à un moment donné, réellement, on lance un conseil permanent mixte, dont moi j'aperçois tout à fait l'utilité, mais c'est important d'avoir les moyens humains et le temps pour que ça se passe bien. Parce que si c'est pour dire on le fait et finalement ne pas mettre les moyens nécessaires, alors c'est raté. Et c'est peut-être ça finalement la crainte du parti qui a émis des réserves, hein, je n'en sais rien. Mhm. Éric Jourdain, vous avez levé la main. Merci, Ouais, Marie-Martine. ouais. Éric Jourdain. Moi, j'ai quand même un problème avec le Conseil citoyen permanent mixte, le fait qu'il soit mixte. Donc, on l'a dit, à Eupen, c'est pas mixte, hein, c'est uniquement des citoyens. Et le problème, c'est que moi, je trouve que ces assemblées doivent pouvoir choisir des sujets qui soient clivants, je veux dire, où l'intérêt des partis politiques, du monde politique, soit carrément à l'opposé de l'intérêt des citoyens. J'ai quelque chose qui sonne, je vais le couper 2 minutes. J'en profite pour noter la question de Giulietta Et Lacquitte sur... ce que je crains, donc, ce que je crains, moi, avec un conseil citoyen mixte, dont le rôle est entre autres de choisir les sujets, ben, c'est que le politique évite les sujets clivants, les sujets dont il n'a pas envie de parler. Et ça, je trouve que c'est dangereux. Je comprends la mixité dans les assemblées délibératives, parce que là, il y a un apport, etc. Par contre, je trouve que le choix du sujet, puisque
finalement, on ne traite quand même pas beaucoup de sujets par an. Le choix du sujet, il doit revenir aux citoyens, il doit être tout à fait libre. Voilà, ça je trouve que c'est une inquiétude à ce niveau-là. Je veux peut-être juste réagir par rapport à ça. Moi, je comprends tout à fait l'inquiétude, mais les citoyens sont plus nombreux que les parlementaires dans le Conseil permanent. Et je pense justement que si à un moment donné le sujet est plus clivant ou pose problème aux parlementaires, eh bien, ils peuvent très bien aussi se dire, on confie ça à une assemblée citoyenne pure. De l'intérêt d'avoir mis ça en place chez nous alors que ça n'existe pas. Alors, quand je dis de l'intérêt de l'avoir mis en place, malheureusement, ce n'est pas encore en place, c'est une recommandation. Mais c'est quelque chose qui n'était pas imaginable par la majorité précédente, en tout cas, de se dire on va mettre en place une commission, une assemblée qui soit purement citoyenne. Or là, elle figure dans des recommandations, il y a un tableau de suivi et on va voir si oui ou non elle se met en place. Mais moi, j'entends tout à fait l'inquiétude. Peut-être que je suis une éternelle optimiste et que j'imagine quand même que les parlementaires qui seront là aujourd'hui se diront que ouvrir la porte du Parlement aux citoyens, c'est aussi à un moment donné leur faire confiance. Et bon, voilà, je suis peut-être une éternelle optimiste. Et peut-être mes collègues me corrigeront si je me trompe, mais je ne crois pas que les recommandations des citoyens reviennent sur l'idée qu'un sujet puisse être porté par une pétition populaire. Et donc cette voie-là ne disparaît pas. Mais votre crainte peut-être, Eric, c'est que dans ce comité, eh bien, pour répondre à la question de Giulietta, qui serait chargée effectivement de la mise à l'agenda et de la bifurcation assemblée pure ou mixte, eh bien, il y ait une forme de pression d'élus qui disent, bon, ça, non, c'est pas un bon sujet, si je peux le dire en termes simples. Et j'entends votre crainte. Je ne sais pas si mes collègues Mine ou Victor ont des choses à ajouter par rapport à ça. Mine? Je veux bien y aller et Victor pourra aussi certainement amener des éléments par rapport aux différents rôles qui ont été envisagés. Mais peut-être aussi pour répondre à la question de Marie Corman par rapport à est-ce que c'est le moyen le plus économique d'ouvrir le Parlement citoyen? Probablement pas. J'aime bien les images, vous m'avez compris, j'ai pris mon triptyque tantôt. Ici, c'est plutôt une pyramide que je prendrais dans le sens où pour toucher beaucoup de monde, en fait, il faut que ça coûte pas trop cher d'une certaine façon. Ici, on l'a compris, des éléments de faiblesse, c'est que ça touche peu de gens. Et donc là, il faudra réfléchir comment est-ce qu'on fait pour augmenter justement la base de la pyramide. Mais au bas de la pyramide, il y a toucher beaucoup de gens et que ça ne coûte pas cher. Ceci étant, on a un outil qui existe pour ça, qui s'appelle le référendum, qui s'appelle l'élection, et donc le suffrage universel d'une certaine façon, mais qui a un coût. À l'heure actuelle, pour des élections, et on en a connu il n'y a pas longtemps, c'est 1,50 € en vote papier et 4,50 € en vote électronique, et on sait que ça peut avoir des soucis. Mais donc ça, c'est un coût non négligeable d'une certaine façon. Le coût dont on parle ici par rapport à une commission délibérative est sous le contrôle de personnes qui auraient dû passer, mais c'est un peu moins de 100 000 €. On est probablement sur 90 000 € et c'est un coût assez similaire. Et c'est pas cher. Si on regarde vers ce qui se passe en France pour des choses qui sont un peu plus conséquentes, on est sur plusieurs millions. Mais donc c'est vrai qu'on est sur la pointe de la pyramide où on touche peu de gens et ça coûte cher d'une certaine façon. Mais derrière ça, il y a toujours évidemment la question de savoir le coût de ne pas le faire. Et ça, ça c'est quelque chose qui est difficilement mesurable. Mais oui, ça a un coût. Et à nous, collectivement, de voir est-ce que c'est de l'argent bien utilisé d'une certaine façon par rapport à ça. Et je crois que la réponse sera aussi dans la démultiplication de différents types d'outils par rapport à ça. Et voilà. Mais Merci Mine. Victor, je te laisserai compléter, mais si tu le souhaites, mais je lis les deux autres questions qui nous sont arrivées. Merci Guillaume. Y a-t-il des consultations citoyennes sur les enjeux majeurs à délibérer avec les élus? Et Eric Dumont a traité peut-être plus tard, et pourquoi pas maintenant, quid du débat dit dispositif Verviers-Toi est-il semblable à celui du Parlement wallon? Écolo a déposé un projet de décret relatif à l'amélioration de la démocratie participative au niveau local. Y a-t-il d'autres partis intéressés à cette ouverture au niveau local? Personnellement, je me tournerai volontiers pour ces deux questions vers Marie-Martine et Mine pour répondre de manière informée. Je vais peut-être prendre la deuxième parce qu'en fait, c'est tout près de chez moi, mais je ne connais pas le dispositif participatif sur la commune de Verviers. Donc, ce serait intéressant que vous expliquiez en quoi il consiste. Par contre, sur le projet de décret pour améliorer la démocratie participative au niveau local, on a, nous, dans le cadre des recommandations, donc dans la commission délibérative,
essayé d'avoir un volet qui était de mémoire la 3e partie des recommandations, qui visait justement à renforcer les dispositifs de participation, mais on s'est retrouvé en tant que commission délibérative wallonne face à une difficulté, et ce n'est pas à nous d'imposer aux conseils communaux d'organiser, par exemple, d'office des commissions consultatives, des dispositifs participatifs à chaque nouveau projet communal important. Il y a des communes qui sont très à la pointe pour ça, il y en a d'autres qui le sont beaucoup moins. Et ça reste encore de l'autonomie communale de se dire on se lance ou pas dans ce type de démarche. Et donc, au niveau des engagés, là je réponds pour moi, même si je ne suis pas invitée ici aujourd'hui au titre de représentante de mon mouvement, mais très clairement, les dispositifs participatifs, pour nous, c'est une plus-value, mais ce n'est pas forcément non plus la seule solution. Comme l'a dit tout à l'heure, je pense que c'est Victor ou Mine, je ne sais plus. Les dispositifs participatifs, c'est une pierre de plus pour essayer de retrouver un lien entre les citoyens, entre les mandataires locaux ou les parlementaires ou encore même d'autres représentants à d'autres niveaux de pouvoir. Mais il y a d'autres types de démarches qui pourraient recréer ce lien, plus de transparence dans les décisions, des démarches administratives plus simples. Enfin, je ne vais pas les citer toutes ici, mais globalement, ce n'est pas la seule piste pour restaurer le lien, mais c'est une piste qui, pour nous, en tout cas, y contribue fortement. Donc oui, on est en faveur d'un maximum de démocratie participative, en sachant, et ça je l'ai vécu à l'époque quand moi j'étais mandataire local, en sachant que c'est quelque chose qui peut être très chronophage. Et donc il faut bien peser le moment de discussion et le moment de décision. Et ça, je crois que c'est un élément important, peut-être encore plus au niveau local qu'à d'autres niveaux. Merci. Mine, veux-tu compléter par rapport à ces deux questions? Oui, pas d'informations plus spécifiques par rapport au dispositif verrouillé toi, donc je Connor est tout oui par rapport à toute information qu'il pourrait y avoir par rapport à ceci. Il y avait une double question de Guillaume Peter Tinder aussi que j'ai vu passer. Oui, il y a bien des consultations citoyennes, mais ça dépend ce qu'on veut dire par consultation citoyenne sur les enjeux majeurs à délibérer avec les élus. Il y a ce dispositif qui est possible de suggestion citoyenne d'une certaine façon et qui là arrive maintenant uniquement du Parlement. Et c'est là où je prendrais le contre-pied de ce qu'Éric Jourdain disait, c'est que moi, je vois le verre à moitié rempli d'une certaine façon. Pour l'instant, la suggestion citoyenne, elle arrivait uniquement dans un organe composé d'élus. Demain, elle arrivait dans un organe composé de manière mixte et à 3/4 probablement de personnes tirées au sort d'une certaine façon, de citoyens et citoyennes. Et donc, voilà, je pense que c'est aussi un élément positif. Bien sûr, les hommes et les femmes politiques vont rester présents. Et il faut aussi se dire que dans le contexte dans lequel on vit en Belgique, tant qu'on ne change pas notre constitution, ça c'est un autre débat, on doit aussi faire dans le carcan que la constitution nous impose d'une certaine façon. Et j'ai l'impression qu'avec le modèle qui est proposé, on va le plus loin possible dans le cadre constitutionnel actuel. Mais je suis évidemment partisan de pouvoir faire évoluer ce cadre-là. Et enfin, il y avait une question qui était évoquée par rapport oui, à la ville de Poitiers, ou en tout cas une remarque. Mais c'est clair que dans l'ADN des partis écologistes, dans les élus écologistes à travers l'Europe, il y a une volonté de participation citoyenne. Mais ce qui est intéressant avec cette thématique-là, c'est qu'elle passe en fait les clivages généralement. Et je pense que dans toutes les formations politiques, vous allez trouver des personnes qui sont très favorables, mais vous allez en trouver aussi qui sont très hostiles à ça. Peut-être moins parmi les partis verts, mais dans tous les autres partis, vous aurez des personnes qui seront très mitigées par rapport à ça. Et je m'arrête sur une dernière réflexion en disant que, bien sûr, on doit pouvoir penser la démocratie au niveau local. Il y a des choses à faire. Mais le niveau local est aussi un niveau très difficilement démocratique. Si on prend nos grands indicateurs, c'est quoi une bonne démocratie? On va par exemple dire il faut généralement une pluralité d'opinions. Au niveau local, que ce soit en Belgique ou ailleurs, on sait que c'est des endroits où on trouve parfois des majorités absolues très fortes d'une certaine façon. On va le voir aussi non seulement en matière d'opinions politiques différentes, mais un espace d'une certaine façon public, médiatique un peu différent. Ça, c'est pas du tout quelque chose qu'on va trouver puisqu'on aura souvent une homogénéité. Et donc, ça veut dire que le niveau local n'est pas l'endroit nécessairement rêvé pour la démocratie. Mais je pense que tous les niveaux de pouvoir doivent se penser démocratiquement, mais probablement de manière un peu différente.
J'allais dire, ça serait une belle remarque de quasi-conclusion, en tout cas moi qui m'emporte, mais Guillaume nous alerte sur le danger de participative washing. Les décisions sont déjà prises en amont, mais on consulte sur des questions, les réponses sont déjà prêtes. CF, les états généraux de l'espace public dans une commune de France qui n'était qu'une pure mascarade. Victor, tu vas dire ceci. Ouais, c'était aussi comment dire, le grief qui avait été pointé contre une commission délibérative qui a eu lieu à Bruxelles sur la mise en place de la 5G, où on a dit tout était déjà décidé à l'avance, et puis finalement, pourquoi vous nous consultez sur un truc où vous avez déjà pris la décision de déployer la 5G à Bruxelles? Je pense qu'avec les commissions délibératives, justement, un des moyens de couper l'herbe sous le pied de cette critique-là, c'est le pouvoir d'initiative très facilité. En région Wallonne, c'est seulement 2000 signatures pour pouvoir déclencher une commission délibérative. En région bruxelloise, c'est 1000 signatures. Donc, c'est vraiment très bas. Et il y a un vrai pouvoir de mise à l'agenda qui évite cette critique-là de dire on délibère uniquement sur des sujets qui sont déjà décidés à l'avance, quoi, je pense. Mais en tout cas, ça souligne que ce risque peut exister et que dans le cas qui était le nôtre, ce sujet était vraiment amené par la société civile et n'était pas tiré, préparé ou que sais-je. Voilà. Donc, ça illustre la réponse de Victor. Formidable. Marie a posé une question qui m'intéresse aussi et pour laquelle personnellement je n'ai pas la réponse. Est-ce que ce qu'on fait, j'imagine que oui, est observé également du côté flamand, mais est-ce que ça se traduit en désir de reproduire, d'adapter, de faire évoluer ou autre? Est-ce que certains d'entre vous ont des éléments de réponse par rapport à ça? Moi, Ouais. personnellement, je n'ai aucune information sur comment vit la Flandre, ni même si certains partis flamands ont, par exemple, mis ça dans leur programme. Dans nos Je n'ai observateurs, pas eu la curiosité, c'est vrai que franchement, la question est excellente. Je n'ai pas eu la curiosité d'aller voir ce qui se passait chez eux. Mais tu as peut-être une idée de ce qui se passe. J'ai eu le vent que justement il y avait la volonté de réduire les budgets, etc., alloués à la participation. Est-ce que c'est une information correcte que j'ai? En tout cas, les partis qui sont au pouvoir et qui se destinent vers le pouvoir ne sont pas en faveur de la participation citoyenne. C'est toujours un peu paradoxal, ceci étant. Par exemple, dans un district d'Anvers, donc vous savez bien qu'Anvers est constitué en district, il y a un relativement gros budget participatif dans un district piloté par la NVA. Mais d'une manière générale, tant au niveau régional qu'au niveau fédéral, la NVA pour ne pas le citer, mais aussi le CDNV, mais aussi d'une certaine façon l'OpenVLD, sont pas tellement en faveur de ça. C'est ma lecture un peu biaisée de se dire que ces partis-là estiment que leur démocratie va suffisamment bien et qu'ils n'en ont pas besoin d'une certaine façon. Mais donc, il y a très peu d'initiatives à ce niveau-là de pouvoir. Par contre, au niveau local, on trouve des initiatives intéressantes. À Malines, il y a eu des choses. Donc, voilà, on voit une certaine différence. C'est là où on retrouve à la fois ce que je disais plus tôt, c'est que cette idée de défense de la participation citoyenne peut se retrouver dans tous les partis. Mais malgré tout, le rôle des partis et l'idéologie dominante d'un parti peut faire en sorte que ça bouge assez peu, ça de très loin, ou en tout cas, certains hommes et femmes politiques flamands regardent ça d'assez loin en se disant que c'est pas pour eux ou pour eux. Très anecdotiquement, mais regardez du côté du Japon peut-être parce que nous avions à 2 reprises des observateurs et chercheurs et journalistes du Japon. Donc peut-être qu'il se passera des choses plus loin qu'en Flandre inspirées par ceci. Et on était aux rencontres européennes de la participation citoyenne à Toulouse en début de semaine avec Victor. Il y avait beaucoup d'intérêt pour ces commissions délibératives de la part de nos voisins français. Donc certainement la contagion démocratique et la réflexion continue. Sur ces paroles encourageantes, nous arrivons au terme de notre échange. Je me permets de vous partager, même si c'est peut-être superflu, l'URL qui vous permet de vous abonner à notre newsletter si vous voulez assister à nos prochains échanges. Il y en aura un au mois de septembre. En attendant, je me réjouis de vous revoir tous en personne bientôt, si possible.